Bienvenue à tous, bienvenue sur Magic Life, le live qui rend ta vie plus magique. Donc, notre chaîne Magic Humans est là pour rendre la vie des autres plus magique. C'est ça l'objectif de cette chaîne et l'objectif de ces lives que je vais faire dorénavant à travers le futur. Ceci est le premier live, donc c'est un test pour moi. Nous allons voir si ça se passe bien. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir et maintenant, nous commençons. Donc, comment ça va se passer? Aujourd'hui, j'ai récolté plein de questions de la part d'internautes, de la part d'amis, de la part de connaissances, voilà, diverses et variées pour, tout simplement des questions pour les aider à rendre leur vie plus magique. Et dans plusieurs domaines, on va parler... En termes de questions, on va parler de comment trouver son talent pour réussir sa vie ou réussir dans le plaisir. Des questions sur comment rester sain dans un monde qui part en cacahuète, d'esprit critique. D'autres plus orientés sur comment redémarrer après un passage à vide, sur l'estime de soi, voire même sur la procrastination, la séduction et les relations. Donc voilà, c'est un vaste programme aujourd'hui. Et je vais tout simplement prendre les différentes questions que les personnes m'ont envoyées et je vais donner mon avis en tant que coach, formateur, pour aider ces personnes, je l'espère, à rendre leur vie plus magique. Ok, donc, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Sarrazin, cela fait 11 ans que je suis formateur et coach. En soft skills, donc j'aide les gens à prendre leur parole, à gérer leur temps, à trouver un job, etc., à avoir un meilleur esprit critique, ce genre de choses. Donc, allons-y. Alors, donc j'ai Nicolas qui me dit « J'envoie plein de candidatures et je n'ai aucun retour. Comment sortir du lot et capter l'attention d'un recruteur ?» Alors là, il y a plein de façons de répondre à cette question. Premièrement, si tu envoies plein de candidatures et tu n'as aucun retour, ça peut être que ton CV n'est pas adapté au poste que tu vises. Ça peut être ça. Ça peut être, donc dans ton CV, regarde bien, est-ce qu'il est adapté au poste? Est-ce qu'il y a le titre du poste? Est-ce qu'il y a les compétences demandées? Est-ce que j'ai un parcours qui correspond à ce qui est attendu dans le poste? Ça paraît bateau de dire ça comme ça, mais c'est important. Moi, quand j'étais recruteur... en fait, j'ai remarqué que peut-être 50% des CV, ça n'avait rien à voir avec le poste. Ce sont des gens qui postulent un peu partout. Donc, déjà, identifie cela. Et puis, essaie de reprendre les mots-clés qui sont dans la fiche de poste, dans ton CV. Comment tu fais ça? Tu repères quels sont les mots les plus importants dans la fiche de poste. Tu peux même copier-coller la fiche de poste, le mettre dans une IA comme ChatGPT, lui demander quels sont les mots-clés les plus importants, et ensuite uploader ou mettre ton CV dans ChatGPT, et il va te donner des idées de reformulation de mots-clés pour que ton CV corresponde plus à ce qui est attendu dans l'annonce. Alors attention, vaut mieux quand même choisir des annonces où on correspond en termes de profil. Ça marche mieux évidemment que de tout inventer de toutes pièces. Maintenant... Autrement, d'autres façons de se démarquer des recruteurs, ça va être de se rendre compte que quand tu envoies un CV, quand tu envoies une candidature, tu es une candidature parmi peut-être une cinquantaine, peut-être une centaine, peut-être plus. Et il y a des chances que le recruteur n'aura pas lu ton CV ou lorsqu'il le lit, et il prend quelques secondes à le lire. Et il y a un autre obstacle encore pire, encore avant ça, c'est qu'il se peut que ton CV ne passe pas l'étape des algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a beaucoup de recruteurs qui utilisent ce qu'on appelle des ATS, Applicant Tracking System, donc un système de suivi des candidatures. Et eux, les recruteurs, ils vont mettre des mots-clés, des critères, et toi, ton CV doit correspondre à ce que ces algorithmes recherchent. Donc pour ça, moi je recommande d'utiliser pour le coup vraiment l'IA. Les autres étapes, tu n'es pas obligé d'utiliser l'IA, mais celle-là c'est important. Tu peux prendre ton CV, le mettre dans ChatGPT ou dans un autre IA de ton choix,
et lui demander est-ce que mon CV est lisible par les ATS? Donne-moi des critiques. En général, les ATS, en fait, ce sont des logiciels qui aiment beaucoup avoir des mots-clés. Ils vont pas comprendre lorsque c'est très créatif avec des barres. Par exemple, si tu identifies ton niveau de langue comme étant 5 étoiles, imaginons, il y a des gens qui font ça, les 5 étoiles sur 5, ou alors mettre une longue barre avec la barre complète, la jauge complète étant quelqu'un qui est bilingue, ça, l'ATS ne va pas le comprendre. Il va comprendre par contre si tu parles, je sais pas, n'importe quoi, anglais bilingue, ou anglais B1, ça c'est le niveau intermédiaire, ça, il va le comprendre. Donc, tu dois adapter ton CV pour qu'il soit plus lisible par les ATS. Ensuite, il y a d'autres façons, en dehors des CV, de se démarquer par les recruteurs. Moi, je te recommande de tenter de relancer le recruteur tant que tu n'as pas eu de retour de l'entreprise ou du recruteur. Donc, qu'est-ce qu'un retour? C'est quand tu reçois un email automatique. Nous sommes navrés, nous sommes désolés que votre candidature ne correspond pas à ce que nous recherchons, etc. Ça veut dire non. Mais tant que tu n'as pas reçu un non, tu n'as aucun retour, tu peux te permettre de relancer le recruteur. Donc, aller sur LinkedIn, aller taper le nom de l'entreprise, puis le nom du recruteur, et ainsi, tu peux voir comment s'appelle le recruteur. Donc, comment tu tapes nom de l'entreprise, et ensuite tu tapes chargé de recrutement, ou RH, en anglais, Talent Acquisition Specialist. En fait, il y a plusieurs synonymes pour illustrer ce que c'est pour donner le même mot que de recruteur. Tu tapes ces différents mots-clés et tu trouves un profil sur LinkedIn. Comme ça, tu as un nom et un prénom. Tu peux, c'est auprès de certaines boîtes, notamment les plus petites boîtes, plus une entreprise est petite, plus il y a des chances qu'il n'y a pas de chargé de recrutement, pas de recruteur à proprement parler. Ça va être le dirigeant de l'entreprise qui recrute. Parce que c'est une petite entreprise, donc il n'y a que le recruteur. Enfin, c'est en général le dirigeant qui recrute, parce que c'est une toute petite équipe. Donc là, ça va être directement le dirigeant. Mais dès que ça commence à être une entreprise de, allez, je dis un chiffre comme ça, mais 30, 40, 50 salariés, et plus, en général, il y a un RH, il y a un chargé de recrutement. Voilà. Donc, tu peux aller cibler cette personne directement. Et donc, quand tu vas sur LinkedIn, tu vas regarder son nom, prénom, comme j'ai dit. Tu peux aussi aller sur un site qui s'appelle hunter.io pour trouver son mail. Tu as d'autres sites aussi qui permettent de trouver le mail de quelqu'un, casper.io, Kasper.io, et Hunter, Hunter.io. Et là, tu vas taper le nom de la personne, le nom de l'entreprise, et tu peux trouver son mail. Donc, tu peux le relancer par mail comme ça. Tu peux aussi le relancer par LinkedIn avec un message. Tu peux aussi, moi, ce que je préfère faire, c'est je vais chercher le numéro de standard de l'entreprise. J'appelle le standard en disant bonjour, je m'appelle, mon nom par exemple, Pierre Sarrazin, j'ai postulé à telle annonce pour tel travail, pour tel poste, j'aimerais parler à monsieur ou madame Untel, donc la personne qui est en charge de recrutement, pour échanger sur ma candidature. Donc quand tu fais ça, lorsque la personne qui répond au standard accueille ton message, elle va comprendre que tu l'appelles pas juste pour te vendre de but en blanc, enfin sans prévenir quelque part. Tu n'es pas juste un démarcheur, c'est ça que je veux dire. Tu es quelqu'un qui a déjà envoyé un CV, qui est intéressé par un poste et qui va avoir un retour sur sa candidature. Et tu as le droit de le faire. Les gens ont peur souvent de relancer les recruteurs en disant là, je vais être lourd. En fait, honnêtement, pour mon expérience de recruteur, me montre que les gens qui relancent ont 3 fois plus de chances d'avoir des retours de recruteurs en fait. Pourquoi? Parce que le standardiste qui va recevoir ton appel va envoyer un message au recruteur, voilà, il y a telle personne qui a appelé pour avoir un retour sur sa candidature. Et du coup, ça va encourager le recruteur à regarder ton CV, parce qu'il y a des chances qu'il n'ait pas vu ton CV. Ça montre aussi que tu es déterminé, que tu as vraiment envie d'avoir le poste, que tu es motivé.
En gros, il y a peut-être 10% des gens qui ont postulé un poste, voire moins, qui osent relancer le recruteur. Voilà, ça c'est une façon de te démarquer. Sinon, tu peux aussi te démarquer en étant recommandé. Donc, comment tu fais c'est simple, tu vas te faire recommander. Il faut, si tu peux aller à des événements où quelqu'un de l'entreprise est présent sur place, encore mieux si c'est la personne qui serait ton manager potentiel. Donc ça peut être des colloques, des salons, des after-work, des événements où tu sais que tu regardes sur LinkedIn à quel genre d'événement le recruteur participe. Notamment quand si il va dans une école ou il va sur un salon, ça peut être utile, ou une conférence, ça peut être utile d'aller le rencontrer à ce moment-là. Les salons de recrutement sont aussi des occasions de rencontrer des recruteurs de façon intense, c'est-à-dire tu peux rencontrer une dizaine, vingtaine de recruteurs dans une journée plutôt que d'envoyer plein de CV et attendre des réponses. Une autre façon aussi de se faire recommander, c'est de connaître quelqu'un dans l'entreprise. Comme j'ai dit, tu peux rencontrer dans des événements, ou alors tu vas sur My Job Glasses. C'est un site qui met en lien des professionnels avec des personnes qui veulent s'orienter professionnellement, enfin se réorienter. Et donc, c'est un bon moyen de se faire son réseau. Tu contactes des personnes en disant voilà, j'ai vu que vous avez tel profil dans telle entreprise. Moi, je suis très intéressé de faire votre métier. Voici mon projet professionnel. J'ai des questions à vous poser. Voilà, pour m'aider dans mon projet. Donc, en gros, My Job Glasses, ça met en lien des professionnels avec des gens qui cherchent à se réorienter professionnellement. Et ce qui compte, c'est, ça te permet de ensuite avoir un moment avec la personne, pas directement sur le site, mais en téléphone ou en visioconférence, en visio, ou alors même prendre un café auprès de cette personne pour te faire un réseau. Parce que encore mieux que d'envoyer juste des CV, c'est d'avoir des personnes qui te recommandent avant que tu envoies ton CV. Ça, c'est l'idéal. Donc, demander à ton réseau, voici mon projet professionnel. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet professionnel clair, savoir où tu veux aller, quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu peux offrir. Et quand tu fais ça, eh bien, en fait, les gens qui sont plus loin dans ton projet professionnel, c'est-à-dire qui ont déjà fait le chemin que tu t'apprêtes à faire, qui ont 5, 10 ans, 15 ans d'expérience plus que toi, ils peuvent beaucoup t'orienter, ils peuvent te donner des contacts, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent te donner des livres à lire, des formations, des tutoriels à regarder sur Internet, ils peuvent te donner leur avis sur ton profil, sur ton CV, etc. Et ça peut vraiment, vraiment t'aider. Voilà. Longue réponse pour une petite question. J'espère, Nicolas, que ça te sera utile. Alors, il y a Samy qui me envoie une autre question que je trouve intéressant. Je me dévalorise toujours en entretien. Je ne sais pas comment parler de moi sans me sentir prétentieux. Comment avoir plus d'impact sans me forcer? Alors, je vais donner une astuce très simple. C'est lorsqu'il s'agit de vendre tes expériences. On va te dire, oui, j'ai vu que vous avez telle expérience, vous pouvez m'en dire un peu plus. Tu vas utiliser un modèle en 3 étapes. Première étape, c'est le contexte. Deuxième étape, c'est les actions que tu mets en place. Troisième étape, c'est les résultats. Donc, première étape, contexte, c'est dire où, qui, quoi, quand, voilà, la base. Et tu peux aussi rajouter dans cette étape les enjeux de ta mission. Les enjeux, c'est qu'est-ce qui se passe si ma mission marche, ou qu'est-ce qui se passe si ma mission ne fonctionne pas. Donc, voilà. Je vais donner un exemple. Si toi, tu es vendeur, au lieu de dire je suis vendeur à la Fnac, et c'est tout, tu peux dire je suis vendeur à la Fnac où je sers en moyenne, je sais pas, une centaine de personnes par jour
Et l'enjeu, c'est de permettre à des personnes de faire un choix rapide et efficace pour qu'ils puissent être satisfaits, mais aussi d'augmenter le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Par exemple, ça c'est un exemple d'enjeu. Il y en a d'autres des enjeux, mais c'est important de mettre l'enjeu en avant, c'est que ça donne de l'importance à ce que tu fais. Alors que si tu dis juste voilà ce que j'ai fait, ça, c'est moins impactant. Ensuite, donc, contexte et enjeu. Deuxième étape, c'est les actions. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est assez simple à en parler parce que on sait ce qu'on a fait. Et aussi, je dirais que c'est en général ce que les gens disent tous en entretien d'embauche. Ils vont tous dire voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est assez facile à expliquer en général. La troisième étape, c'est les résultats. Et là-dessus, je trouve que beaucoup de gens oublient de parler des résultats lors des entretiens d'embauche. Parce que pour eux, déjà, il y a pas forcément tous les résultats sont pas forcément mesurables, mais peut-être pour eux, c'est implicite qu'il y avait un résultat, ou alors ils n'ont pas forcément accès aux résultats en direct. Donc, mettre des résultats, c'est très très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des résultats quantitatifs et des résultats qualitatifs. Résultat quantitatif, c'est des chiffres. Donc, par exemple, tu es vendeur, combien de chiffre d'affaires tu as permis de faire rentrer? Combien de clients tu as pu, sur le nombre de clients que tu as vu dans la journée, ou prospects, combien tu as pu vendre? Donc, il y a un taux de closing, par exemple. Ça peut être le nombre d'appels que tu passes. Mais si c'est pas, ça c'est dans la vente. Si tu parles d'un métier plutôt logistique, par exemple, combien de caisses ou de conteneurs ou de tonnes ou de produits tu déplaces dans une journée ou sur un mois ou sur une semaine. Tu peux, dans un métier plutôt la finance, c'est quel est, il y a des trackers, des KPI, ce qu'on appelle des indicateurs financiers qui permettent de dire, bon bah voilà, j'ai fait réduire les charges dans mon entreprise de 5%, ou alors si tu es comptable, bah, tu peux dire voilà, j'ai clôturé le bilan avec une centaine de fournisseurs, plus quarantaine de prestataires et trentaine de salariés, et j'ai pu rassembler tout ça dans un bilan comptable pour le délai qui est telle date. Donc, donner des chiffres, notamment pour donner des résultats, tu peux aussi donner sur le timing du temps que ça t'a pris. Donc, par exemple, si tu organises un événement, tu es dans l'événementiel, tu peux dire j'ai organisé un événement qui a duré 3 jours auprès de 100 personnes et je l'ai organisé en 2 mois, par exemple. C'est très concret quand on parle comme ça. Voilà, donc des résultats, des chiffres de façon globale. Et parfois on peut se dire ouais mais c'est un résultat bateau ou moyen. Vaut toujours, enfin, sauf si c'est vraiment pas un résultat impressionnant, c'est pas la peine de le dire, mais sinon, vaut mieux quand même donner le résultat parce que ça va permettre au recruteur de se rendre compte réellement ce que tu as fait. Plutôt que ça soit une sorte de description de tes actions, mais on voit pas trop à quoi ça aboutit. Alors ça, ce sont les résultats quantitatifs, mais tu as aussi les résultats qualitatifs. Un résultat qualitatif, ça va être un résultat qui est qui va être lié à l'appréciation d'un jury, une note d'un jury ou à l'école, avoir une mention, mais ça peut être aussi le retour d'un client qui t'a dit oui d'ailleurs un client ils m'ont dit comme retour qu'ils étaient très contents et voilà ce qu'ils ont dit sur l'événement. Ça peut être le retour de ton patron, de ton chef, des témoignages. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être un prix que tu gagnes, ça peut être un prix du jury, enfin une reconnaissance voilà, de ton travail. Ça, ce sont des résultats qualitatifs. Tu peux aussi les dire quand tu parles de tes résultats. Voilà ce que je te recommande. Donc, la méthode, je répète, c'est
le contexte de ton expérience et l'enjeu lié à l'accomplissement de ta tâche, qu'est-ce que tu as mis en place et ensuite quels sont tes résultats quantitatifs et qualitatifs pour vendre ton expérience. Voilà une façon de se vendre en entretien sans être trop prétentieux. Ce qui compte pour pas être prétentieux, c'est juste dire les choses, dire les faits avec confiance. Et plus c'est factuel, moins ça paraît prétentieux. Si tu dis à quelqu'un « Ah oui, j'étais le meilleur vendeur de toute ma boîte », d'accord, c'est tout ce que tu dis. Maintenant, il faut que tu le justifies. Oui, donc c'est pas la même chose que dire j'ai été désigné meilleur vendeur de ma entreprise en 2014, par exemple. C'était en 2014 ou on va dire on est en 2025 maintenant. Donc on va dire allez, en 2020, bon, en 2019, j'ai été le meilleur vendeur de mon entreprise. On m'a décerné un prix parce que j'ai ramené un chiffre d'affaires de temps. Voilà. Simple. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Et voilà, et ça suffit. Il faut juste laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Voilà. Alors, si tu estimes avoir 0 résultat dans ce que tu as fait dans le passé, là, c'est un autre problème. Soit les résultats ne sont pas visibles, donc tu peux demander aux gens qui ont travaillé avec toi à l'époque quels sont les résultats que tu as mis en place. Tu peux aussi faire des recherches dans les archives ou dans ce que tu as mis en place, voir des preuves de ce que tu as mis en place. Ou alors, tu peux aussi tout simplement donner une estimation de tes résultats. Notamment quand c'est quelque chose de très observable. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est dans un call center qui appelle toute la journée, tu sais que en termes de résultats de taux d'appel, tu avais environ une centaine d'appels par jour. Bon, voilà. Et que suite à ces centaines d'appels par jour, tu avais peut-être, je ne sais pas, 4 personnes ou 3 personnes en moyenne. C'est une estimation parce que tu n'as pas forcément calculé chaque jour ce que tu as mis en place, mais une estimation que tu avais 3 personnes qui signaient suite à ton appel. Voilà, par exemple. C'est un exemple, ok? Mais l'idée, c'est essayer de trouver une façon de valoriser ce que tu fais en donnant des résultats. Ensuite, j'espère que c'est clair pour toi, mon cher Samy. Alors, j'ai d'autres questions. On va voir une dernière. Elodie, je suis en reconversion et je ne sais pas comment raconter mon parcours, comment donner du sens à mon histoire et convaincre un recruteur. Ah, ça, c'est une très bonne question. Pour moi, parce que moi, c'est mon cas. Moi, j'ai un parcours très varié, on va dire ça comme ça, atypique. Je n'ai pas fait la voie traditionnelle de être salarié pendant 10 ans dans une entreprise. Au contraire, je suis indépendant depuis 11 ans. En fait, c'est trouver la fil directeur de tout ce que tu as fait. Et la meilleure façon de trouver le fil directeur, selon moi, enfin une bonne façon de le faire en tout cas, c'est de connaître son zone de talent naturelle. Et quand tu connais ta zone de talent naturelle, tu peux voir qu'il y a souvent une trame de fond dans tout ce que tu fais. Donc, je vous donne un exemple. Moi, de l'âge de 18 ans à aujourd'hui 37 ans, j'ai fait plein de métiers différents. Mais le fil directeur, c'est le fait qu'à 18 ans, je savais que j'aimais parler avec des gens. Je voulais parler avec des gens. C'est tout ce que je savais. Donc j'ai fait des métiers humains. J'ai fait téléenquêteur, commercial, vendeur, porte-à-porte, RH, serveur. Aujourd'hui coach, animateur de colo, formateur, etc. Donc je peux dire, moi, ma passion depuis tout petit, c'est l'humain. Et j'ai plein d'expériences de métiers relationnels, car ça, c'est mon talent. C'est quand je suis en interaction avec les autres, de créer un espace où on peut parler, on peut échanger, j'anime, je mets de l'énergie dans l'interaction et je crée un espace où on peut partager, créer des choses ensemble. Donc ça, c'est ma façon à moi de rendre mon parcours cohérent. Et c'est utile de prendre le temps de réfléchir, ok, quelle est la cohérence dans tout ça? En connaissant ton zone de talent. Si, par hasard, tu as fait un parcours très chaotique où il n'y a pas vraiment de fil directeur, tu as l'impression qu'il n'y en a pas vraiment, le mieux, je dirais, c'est d'assumer
en expliquant que de façon logique pourquoi tu es passé de A, puis à B, puis à Z, puis à Y en termes d'endroit. Ça peut être une façon de faire, mais ça peut aussi se retourner contre toi parce que ça peut être confusant. Sinon, je dirais qu'il faut que tu montres, tu vas juste faire un focus sur toutes les expériences qui se rapprochent de ce que les gens cherchent. Tu montres aussi dans ta vie personnelle, parce que souvent les gens, ils osent pas trop parler de leur vie personnelle. Pour moi, dans leur expérience, pour moi, une expérience, aujourd'hui en 2025, tu peux l'acquérir sans aller à l'école, sans même aller dans un travail. Alors en France, on est un peu plus, comment dire, on peut facilement juger des gens qui n'ont pas eu un CDI avant ou n'ont pas un diplôme. Certes, n'empêche qu'en 2025, il y a plein d'entreprises françaises et ailleurs qui peuvent voir tes résultats parce que tu as acquis une expérience dans ton temps libre. Aujourd'hui, avec tout ce que tu peux recevoir comme information, comme formation gratuitement sur YouTube et autres, tu peux développer une compétence. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a énormément de compétences à acquérir et c'est assez relativement nouveau. Il n'y a pas tant de gens de ça qui s'y intéressent, relativement parlant, je veux dire, par rapport à la population. Tu peux voilà, maîtriser un logiciel, maîtriser enfin, travailler une compétence et la développer de chez toi. Et ensuite, participer à des événements, à des formations, à rencontrer des gens qui travaillent dans ce milieu, etc. Et ça va te donner une crédibilité parce que les recruteurs sont rassurés quand quelqu'un va dire que dans sa vie personnelle, elle fait ça aussi. Si par exemple, tu es dans, je sais pas, dans la communication digitale, imaginons que tu es passionné des réseaux sociaux, bah, le fait que tu adores les réseaux sociaux depuis que tu es petit euh, et que du coup, dans ton temps libre, tu fais des vidéos ou tu postes pour toi, ça va être rassurant pour une entreprise. Encore mieux si ça a marché et que tu peux le montrer comme preuve que tu as réussi à faire. Ou alors si par exemple tu es passionné de jeux vidéo, bah, dire que tu es passionné de jeux vidéo depuis petit et que du coup tu as développé plein de petits jeux de ton côté et tu veux devenir développeur, bah, ça donne une certaine cohérence. Et dans ce genre de métier, en général, tout ce qui est codage, tu peux montrer tes réalisations sur GitHub. Autre chose aussi, c'est un peu pour se démarquer à l'entretien, mais aussi pour avoir un retour sur son candidature, montrer des résultats de ce que tu as fait à travers un portfolio, un site internet, montrer des preuves ou un portfolio sous format PDF, ou alors montrer sur les... Enfin, avoir de quoi, des liens où tu peux montrer ce que tu as déjà fait dans le passé. Si c'est sur internet. Ça peut vraiment être bénéfique. Voilà, ça c'était sur la partie reconversion professionnelle, trouver son talent et convaincre les recruteurs, trouver un job. Donc, euh, je vais prendre quelques autres questions en plus sur la procrastination et l'efficacité. Alors, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi-même, j'étais un grand procrastineur dans le passé. Et j'ai dû apprendre à m'organiser, à lutter contre la procrastination. Donc, j'ai une question de Lucas qui me demande: je commence plein de choses, mais je ne termine rien. Comment sortir enfin de la procrastination? Alors là, Lucas, c'est un peu vague comme question, dans le sens où j'aimerais bien te poser plus de questions pour aller plus loin, mais je vais répondre quand même. Alors, si tu commences plein de choses mais tu termines rien, il y a un super livre que tu peux lire qui s'appelle The Deep de Seth Godin qui va expliquer quel est le moment où il faut arrêter ce que tu fais parce que ça sert à rien, t'as pas du tout intéressé ou t'as pas d'avenir, ou au contraire il faut persévérer. Typiquement, les gens qui commencent plein de choses mais qui terminent rien, c'est des gens qui au début ont enfin même moi, hein, ça m'est arrivé dans le passé, de motiver pendant un court instant. Et quand ils se rendent compte qu'il y a des difficultés, que c'est pas si facile qu'ils imaginaient, ils se disent: oh non, moi je vais faire autre chose. Et ils vont tester une nouvelle chose. Puis ensuite,
Ils testent et ils sont motivés pendant 1, 2, 3 semaines et après ça les démotive parce que c'est plus difficile et ils testent autre chose, ils testent autre chose. Donc en fait, je pense que c'est bien de tester de nouvelles choses, bien sûr, c'est plutôt un- euh, c'est plutôt une bonne, enfin c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que tu as, t'as testé plein de trucs. Ce qui compte, c'est de tester rapidement quelque chose et voir rapidement si ça te correspond pas. Si tu as des échecs, si tu échoues vite ou tu réussis vite, si tu vois ce que je veux dire. Vaut mieux tester plein de choses et rapidement savoir s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Et ensuite, il y a des domaines, il y a un endroit, sûrement dans tout ce que tu as entrepris, que tu dois persévérer. Donc pour persévérer lorsque ça devient compliqué, euh, il y a plein de façons de faire. Déjà, tu peux, pour arrêter de procrastiner, encore une fois, c'est une question très vaste, mais tu peux t'entourer de gens ou changer d'environnement. T'entourer de gens qui agissent vraiment dans ce que tu cherches à faire ou qui sont, comment dire, changer d'environnement. Parfois, quand on est dans un environnement, je dis n'importe quoi, tu veux réviser pour un, un examen, tu te rends compte que chez toi, c'est trop tentant de pouvoir être distrait par ton téléphone, par tes jeux, par le frigo, ce qu'il y a dans le frigo, enfin ouais, tu vois. Et tu vas devoir aller à la bibliothèque et voir même avec un ami ou une amie avec qui tu vas étudier. Ça sera plus motivant et plus engageant que si tu es chez toi, où tu as plein de distractions possibles. Si on enlève le contexte étude, on le met dans un contexte plus professionnel, c'est se poser la question, ok, qu'est-ce que je dois éloigner de moi qui va me distraire et pour que je sois vraiment concentré sur ce que je suis en train de faire. Autre chose qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Donc Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Tu peux regarder Pomodoro sur Internet. C'est un timer à la base, tu sais, le timer rouge avec les tomates là, enfin en forme de tomate. Ça vient de là à la base. Pomodoro en italien, ça veut dire tomate. Et donc, tu vas sur Internet, tu tapes Pomodoro, et en fait, le principe, c'est que tu vas te concentrer 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Puis 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pourquoi ça peut marcher? C'est parce que souvent, on peut procrastiner parce qu'on se dit, oh là là, ce que j'ai à faire, c'est trop compliqué, j'ai la flemme, ou ça me paraît trop grand. Donc, on a tendance à repousser, à faire des choses qui sont plus faciles, plus simples. Pour le Pomodoro, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que ça t'invite à te concentrer pendant seulement 25 minutes. Et entre nous, si tu n'es pas capable de te concentrer sur 25 minutes sur ta tâche, tu as d'autres problèmes que la procrastination. Peut-être c'est une tâche qui n'est pas du tout adaptée à ce que tu sais faire ou autre chose. Enfin, en tout cas, donc pour lutter contre la procrastination, mets-toi un petit objectif. Aujourd'hui, au lieu de me dire, allez, je vais passer 3 heures à faire un truc qui est compliqué pour moi et que du coup, je vais me décourager au bout de 5 minutes, dire non. Je me fixe, aujourd'hui je fais une demi-heure de travail, 20 minutes, 25 minutes. Et tu lances un Pomodoro, par exemple. Et le Pomodoro, ensuite, une fois que tu as fait tes 25 minutes, tu peux faire une pause, puis ensuite reprendre 25 minutes, et ainsi de suite. Alors, Pomodoro, tu peux aussi modifier le temps de travail, le temps de pause, tu peux le modifier. Et aussi, il faut savoir qu'une fois qu'on est lancé, le plus dur en général quand on procrastine, c'est de commencer. Mais une fois qu'on est lancé, on est dans le jus du travail, on est dedans, on peut aller au-delà des 25 minutes de travail. Mais c'est souvent le démarrage qui est compliqué. C'est pour ça que Pomodoro, c'est ce qui nous permet de nous enclencher au démarrage. Voilà, ça ce sont des exemples. Je pourrais en donner plein d'autres sur comment lutter contre la procrastination. Voilà, mais on va en s'arrêter là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à poser la question en commentaire de la vidéo ou m'envoyer une autre question.
Et j'y répondrai. Ensuite, on va faire une dernière. Euh, on va faire une dernière question. Alors, sur l'estime de soi et la confiance en soi. Floriane, c'est une très belle question. M'envoie cette question. Je me compare tout le temps aux autres. Comment arrêter de me dévaloriser et apprendre à m'aimer vraiment? Ouf, c'est tout un programme. Alors, déjà, c'est très intéressant comme question parce que se comparer aux autres, c'est tellement présent dans nos sociétés aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Dès que tu vas sur LinkedIn, sur Instagram ou TikTok, tu peux très facilement te comparer à des gens. Et il faut se rappeler que sur les réseaux sociaux, quand tu te compares à ces gens-là, tu es en train de te comparer à leur bande-annonce quelque part, leur meilleur moment de leur vie, souvent. Mais tu ne vois pas leur vie. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière l'écran. Voilà, même en vacances, quand les gens ils postent leurs photos de vacances, les gens ils sont tout contents, ils mettent leurs photos de vacances, bah, si ça se trouve, il y a eu un moment très désagréable qui s'est passé, et ils l'ont pas mis. Ok? Donc se rappeler, en fait, ce serait de se rappeler que ces gens-là à qui tu te compares ne sont pas forcément aussi beaux, aussi heureux, aussi joyeux, autant réussis que tu le crois. Ensuite, euh, comment arrêter de te dévaloriser et apprendre à t'aimer vraiment? Donc ça, c'est un gros sujet. Euh, Ne pas se dévaloriser, en fait, c'est d'arriver à avoir confiance en soi et d'avoir de l'estime de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la confiance en soi, ça vient lorsque tu es fier de ce que tu fais, lorsque tu es confiant parce que tu sais faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est de se fixer des petits objectifs, ou plus ou moins grands selon ton niveau de confiance, mais fixe-toi des petits objectifs que tu peux être fier à la fin de la journée. Si par exemple tu as l'impression d'être, je sais pas, tu aimerais perdre du poids parce que tu te vois sur Instagram plein de jolies femmes avec un corps parfait, en plus il y a des filtres, bref, enfin il y a les angles, tout ça. Donc déjà dans la vraie vie elles sont pas aussi parfaites que tu le vois sur les photos. Mais bon, passons. Pour moi, si tu veux quand même pour toi perdre du poids, pas pour impressionner les autres parce que ça c'est aussi un piège en tant que tel, mais pour toi, eh bien, tu vas te fixer des petits objectifs pour relancer la machine pour faire du sport. D'accord? Euh, une balade, 20 minutes de course, quelques pompes, quelques abdos, une petite routine par-ci par-là déjà, et être content d'être dans la bonne. Même si t'as pas fait, vaut mieux faire. En fait, comment dire? Pour gagner en confiance, vaut mieux être régulier et en faire une habitude, ce qu'on ne cherche à développer chez soi, plutôt que de vouloir tout faire. Si tu fais 4 heures de sport une fois et que tu arrêtes et tu en fais plus pendant 3 semaines, ça a beaucoup moins d'impact que si tu fais 20 minutes de sport 3 ou 4 fois dans la semaine. Sur 3 semaines, crois-moi. Ça a plus d'impact. Donc, essaie de te fixer des petits objectifs qui sont des petites victoires. Tu vois, tu enclenches en célébrant et célébrer ces petites victoires en disant, ok, bien joué. Même si c'est à toi-même, tu te dis bien joué, tu peux même te récompenser en faisant t'offrant un petit plaisir après. En tout cas, je sais pas, un passe-temps, un jeu, une série, ce que tu veux, mais tu, tu fais en sorte de d'abord fournir des efforts, te célébrer pour l'effort et après tu te donnes une récompense. Donc ça, c'est pour commencer à avoir confiance en soi. Et ensuite, l'estime de soi, ou s'aimer vraiment, l'amour de soi, c'est différent. Euh, mais ça contribue, c'est un peu lié. Donc en fait, arrêter de te dévaloriser et apprendre à s'aimer vraiment, ça va être l'idée de te rappeler une chose, ce qui est plus
c'est facile à dire, c'est plus difficile à intégrer, mais personne, réellement personne, ne pourra vraiment t'aimer si toi tu t'aimes pas toi-même. Je sais pas si t'es déjà arrivé, mais quand on s'aime pas soi-même, on cherche l'approbation, l'amour chez les autres, on cherche la reconnaissance des autres. Et ça devient comme un puits sans fond. Et donc pour arriver à s'aimer mieux, déjà, c'est de à développer sa confiance en soi et son estime de soi en agissant vers un objectif qui est important pour toi et accumuler des petites victoires et les célébrer, important. Mais ça peut être aussi juste arrêter d'attendre l'approbation des autres. Il y a probablement une croyance plus profonde quand tu m'envoies ce message qui est de l'ordre de ma mère m'a toujours dit que je valais rien ou par rapport à mon frère je me suis toujours senti inférieur, etc. Et quand tu te joues ces scénarios dans ta tête, tu entends leur voix critique à l'intérieur de toi qui sont ta perception de leur critique vis-à-vis de toi. Il faut arriver à se dire non, je décide de m'aimer. Même et aussi d'accepter tes échecs, d'accepter tes erreurs. Pas dans le sens, accepter dans le sens, oui, c'est génial, j'ai foiré ma vie, j'adore ça, je m'aime quand même. Mais dans le sens, ok, j'assume, j'ai fait des erreurs, j'assume, j'ai eu des échecs. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Je l'accepte, mais je me flagelle pas. Et je me pose la question, quelles sont les leçons de ces échecs? Quelles sont les leçons de ces erreurs? Qu'est-ce que je peux en retirer et quelle direction je veux aller maintenant? Et c'est ça pour moi le début de l'amour de soi. C'est de accepter qui on est vraiment, avec nos défauts, pour ensuite aller vers ce qu'on veut, qui on veut devenir. Voilà, voilà. Ça c'est le premier, enfin quelques questions que j'ai pu lancer pour le premier live Magic Life. Donc pour conclure, si ça vous intéresse de envoyer des questions, vous pouvez le faire, m'envoyer un mail à contact@magichumans@gmail.com. Et sachez aussi que à l'avenir, je vais faire d'autres lives comme ça, Magic Live, pour aider les gens à rendre plus magique, où je vais répondre aux questions des uns et des autres. Donc n'hésitez pas à mettre votre question par mail avec votre nom. Mais aussi, vous pouvez m'envoyer une vidéo ou un audio de vous où je vais pouvoir le projeter. Et aussi, ce que je compte faire, ce que je compte faire, c'est de permettre à des gens de se connecter en direct via un live où je vais pouvoir les coacher en direct. Voilà. Mais pour l'instant, on est au tout début, donc je suis tout seul, mais ça arrivera, j'en suis sûr. Pour cela, si ça vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo si vous êtes en replay et vous pourrez vous cliquer et envoyer votre mail, vos coordonnées et votre question. Vous pouvez aussi l'envoyer à contact Magic Humans, c'est CONTACT magic avec un C humans.com. Non, contact magichumans@gmail.com, excusez-moi. Voilà, je vais vous l'écrire. Et ainsi, vous m'envoyez vos questions. Ou si vous voulez participer à un live où je vous coach en direct, ce sera avec plaisir. Voilà, @gmail. Voilà, merci à tous pour ce premier live et à bientôt. N'oubliez pas, on peut rendre sa vie plus magique, c'est juste une question de savoir comment faire. Et au plaisir de vous retrouver au prochain live.